bonjour. Ce bâtiment, c'est une partie du Parlement européen, ici à Bruxelles, qui, à cause de sa forme, est appelé communément le caprice des dieux. Les dieux qui nous envoient un beau soleil. Et bien justement, cette semaine, on parle du bonheur en Europe. Reportage au Danemark. Mais tout de suite, le tour de l'actualité européenne avec la crise en Grèce qui s'aggrave. Le temps presse en Grèce. Le pays doit rembourser une partie de sa gigantesque dette avant le 19 mai. Il compte sur les 49 milliards d'aides promis par ses partenaires et par le Fonds monétaire international. En échange, le Premier ministre, Georges Papandréou, assure qu'Athènes fera de nouveaux efforts pour réduire ses déficits. Message bien reçu à Berlin où Angela Merkel a légèrement adouci sa position. Je le dis très clairement, l'Allemagne va aider la Grèce si les conditions sont remplies. Triomphe électoral pour Heinz Fischer. Le président social-démocrate sortant a été réélu avec près de 79% des voix. Une victoire avant tout synonyme de cinglant revers pour l'extrême droite qui a recueilli 15,6% des suffrages. Un second mandat de 6 ans pour Heinz Fischer, 71 ans, une fonction largement honorifique. En Pologne, Jarosław Kaczyński reprend le flambeau de son frère décédé dans l'accident de Smolensk le 10 avril. Il est officiellement candidat à la présidentielle anticipée qui aura lieu le 20 juin prochain. Le chef de l'opposition conservatrice affrontera notamment Bronisław Komorowski, actuel président par intérim, candidat du Parti libéral et favori selon tous les sondages. Et puis en Grande-Bretagne, la campagne pour les législatives touche à sa fin. Les travaillistes de Gordon Brown sont en difficulté selon les derniers sondages face aux conservateurs de David Cameron. Mais l'invité surprise, c'est lui, Nick Clegg, 43 ans, chef de file des libéraux-démocrates et europhiles polyglottes. Son parti pourrait jouer les arbitres le 6 mai prochain. Et nous voici au cœur du Parlement européen avec notre invité, Marc Tarabella. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen socialiste, vous êtes belge. Quand on voit ce qui est en train de se passer actuellement sur la Grèce et la contagion d'ailleurs qui est en train de se produire autour du Portugal et de l'Espagne, est-ce que vous pensez que l'Europe a raté une occasion d'agir ? Mais elle n'a peut-être pas encore raté l'occasion d'agir, mais de fait, on attend plus l'Europe active sur ces dossiers. Je ne trouve pas normal que la Grèce, qui est en difficulté aujourd'hui, doit payer 9% pour emprunter, alors que des pays plus riches l'empruntent à 3%. Donc il y a une injustice flagrante. Il faut que la puissance publique européenne permette à la Grèce d'emprunter pour s'en sortir, mais à des taux normaux. Et là, on voit parfois l'impuissance peut-être que nous avons par rapport au marché financier. Et ça, je le déplore profondément. C'est un scandale. Parce que le constat, tout le monde le fait. Par exemple, Dominique Strauss-Kahn, le patron du FMI, a dit qu'il fallait agir vite parce que sinon ça allait être catastrophique. Enfin, c'est ce qu'il a dit en tout cas dans le fond. Pourquoi l'Europe a-t-elle autant traîné ? Et pourquoi traîne-t-elle tant autant ? Maintenant. Il y a eu tout d'abord évidemment les hésitations allemandes. Je me réjouis que la position de Mme Merkel soit assouplie, mais il doit en tout temps y avoir une solidarité européenne. Alors c'est vrai qu'on peut culpabiliser le gouvernement grec précédent, parce que M. Papandréou est arrivé il y a seulement 6 mois, d'avoir fait dériver leurs finances publiques. Donc c'est clair, mais les regrets sont stériles. Maintenant il faut agir. Il y a la Grèce, peut-être demain le Portugal, peut-être l'Espagne, et pourquoi pas d'autres pays. La Belgique peut-être ? Mais la Belgique avait fait un grand effort. On avait 130% de dette par rapport au produit intérieur brut il y a 20 ans. On a fait un effort, on est arrivé à 85. Et à cause de la crise financière et de cette bulle spéculative, on a dû intervenir et faire réaugmenter notre dette. Là, vous êtes à 100% à peu près, c'est ça, je crois. On arrive pratiquement à 100%. Mais ça, il faut quand même bien mettre les responsabilités là où elles sont. C'est parce qu'il a fallu intervenir pour soutenir, je dirais, les banques et donc soutenir l'économie à cause d'une dérive qui vient d'une bulle spéculative. Et aujourd'hui, les mêmes recommencent. Et on spécule sur la Grèce. C'est inacceptable. Est-ce que la crise belge, on va y revenir tout à l'heure, mais est-ce que la crise politique belge qu'on vit aujourd'hui, vous pensez que ça peut mener à une crise économique avec justement des taux d'intérêt qui pourraient augmenter beaucoup pour la Belgique ? Je ne le crois pas. La crise n'est évidemment pas quelque chose de réjouissant, surtout à l'aube de présider l'Union européenne pendant 6 mois. C'est certainement pas une bonne chose. On va un peu être comme un navire qui prend la mer avec le capitaine qui a le mal de mer. Et donc ça c'est clair, ça va être une présidence certainement affaiblie à mon sens, parce qu'on se précipite normalement vers des élections en juin, ce qui n'est pas de bon augure. Et donc clairement,
De fait, on aurait pu éviter cela. La responsabilité est clairement dans le chef des libéraux flamands. On va y revenir juste pour terminer sur cet aspect de la crise économique en Grèce. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de Mme Merkel depuis le début de cette affaire? Je pense qu'il aurait dû y avoir plus de solidarité dès le départ. Et de dire on stoppe cela, on prend les mesures qu'il faut, on est solidaire, évidemment, et on endigue le problème qui, évidemment, maintenant est récurrent et de plus en plus important. Et on permet à la Grèce d'emprunter, bien sûr, mais à un taux qui est normal et pas à un taux usuraire. Est-ce que le Parlement européen, qu'on n'a pas beaucoup entendu d'ailleurs dans cette affaire, est-ce que le Parlement européen n'a pas moyen de mettre la pression sur les chefs d'État? Je crois qu'on peut, ici, dans ce cadre-là, voter toutes les résolutions qu'on veut. À un moment donné, je crois que c'est le Conseil qui doit aussi, autant que le Parlement européen, avoir le sens de l'intérêt général et pas se recroqueviller sur les intérêts nationaux pour essayer de décider au niveau européen. C'est tout le thème de la gouvernance européenne, la gouvernance économique, qui est, à mon sens, on doit l'appeler de nos voeux pour le futur, parce qu'il faut essayer d'endiguer la crise qui se profile maintenant au niveau financier en Grèce et peut-être dans d'autres pays. Sinon, ça peut mettre vraiment l'Union européenne en difficulté. Alors, un autre sujet dont on a parlé là, dans le reportage, dans ce tour d'Europe, ce sont les élections en Autriche. On était inquiet, je dirais, du score que pouvait réaliser l'extrême droite. C'est un phénomène qui est européen, puisqu'on sait que, par exemple, aux Pays-Bas, il va y avoir des élections en juin. L'extrême droite des Pays-Bas peut réaliser un très bon score. Est-ce que la montée des extrêmes droites en Europe, c'est quelque chose qui vous inquiète? Ça m'inquiète beaucoup, même si en Autriche, ils ont fait 15%. J'estime que c'est 15% de trop. Mais ça me réjouit que le président ait quand même eu une éclatante victoire. Il faut quand même le souligner. Mais ça et là, que ce soit dans l'Europe, ex-Europe occidentale ou dans l'Europe centrale, la Hongrie, par exemple, avec le Jobbik, un parti qui vient de faire plus de pratiquement 50 sièges au Parlement hongrois, ça m'interpelle beaucoup parce que c'est évidemment, l'Europe a été construite pour tourner le dos à ces extrémismes et aux solutions simplistes et au populisme divers qui conduisent à ce qu'on se déteste les uns les autres. Donc c'est contraire à l'esprit européen et ça m'inquiète fortement, oui. Alors les extrémismes, c'est quelque chose que vous connaissez bien ici, je dirais malheureusement en Belgique, avec la crise linguistique qui est axée autour de 3 lettres, BHV, ça veut dire Bruxelles, Halle, Vilvoorde. C'est un dossier extrêmement compliqué auquel les Belges eux-mêmes, il faut bien l'avouer, ne comprennent pas grand-chose. Je vous propose d'essayer d'éclaircir tout ça. Regardez. Au cœur de la crise belge, 3 lettres. BHV comme Bruxelles, Halle, Vilvoorde. Cet arrondissement électoral et judiciaire est un petit coin de francophonie dans la banlieue de Bruxelles, au sein d'une région flamande. Dans un royaume coupé par une frontière linguistique, le BHV jouit d'un statut particulier. Les francophones installés en territoire flamand ont des droits. Ils peuvent voter pour les partis francophones et bénéficier de procédures dans leur langue devant les tribunaux. Des droits supplémentaires leur sont accordés dans 6 des 35 communes flamandes de l'arrondissement où les francophones sont majoritaires et fortement représentés. Problème, les Flamands voient ces privilèges comme une atteinte à leur intégrité territoriale. Une majorité d'entre eux demande de les limiter aux 6 communes à faciliter, en voulant à terme scinder l'arrondissement de BHV en 2 pour rétablir l'unité linguistique. Un scénario que les francophones refusent, faute de garanties suffisantes sur leurs droits. Cette querelle linguistique a donc déjà coûté la tête du Premier ministre Yves Le Terme, une situation inconfortable pour la Belgique qui doit prendre la présidence de l'Union européenne le 1er juillet prochain. Alors Marc Tarabella, vous êtes député européen belge, on l'a dit, vous avez également été ministre, ministre fédéral belge. Est-ce que vous pensez que cette situation en Belgique pourrait aboutir à une scission du pays? D'abord, laissez-moi vous féliciter pour votre carte. Elle est plus précise et plus juste que celle de TF1. Mais au-delà de ça, effectivement, il y a des tensions qui sont exacerbées. Ça ne date pas d'hier. Ce problème est récurrent depuis longtemps. Et on devrait pouvoir le résoudre. Par les élections? Malheureusement, c'est ce qu'ont voulu vraisemblablement les libéraux flamands. Je pense qu'il y avait une toute autre solution. Je pense que les élections, c'est pas bon pour le moment. Parce que les citoyens sont préoccupés par bien d'autres choses, des problèmes socio-économiques. Et beaucoup de collègues politiques s'occupent de l'économie, du social tous les jours. Et faire les élections maintenant n'est pas une bonne chose. Je ne sais pas d'ailleurs si ce sera plus facile après les élections qu'avant. Mais l'idée d'une scission, l'idée d'une partition, c'est quelque chose qui est probable? Je pense que toute la Flandre le veut et
Toute la Flandre veut cette scission. On dit 40% à peu près dans les sondages, c'est 40% à peu près, mais vous pensez que c'est plus? Non, la scission de l'arrondissement de Bruxelles-Alpes, la scission de l'arrondissement, tout le monde la veut. Pas la scission du pays, bien évidemment. 40% des Flamands, effectivement, il y a une augmentation de la proportion des gens qui veulent la scission du pays parce qu'on n'arrive pas à solutionner sans doute ce problème. Et je crois qu'il conviendrait de le faire par la négociation. La Belgique existe depuis maintenant 1830 et a toujours réglé les problèmes par la voie du compromis entre le nord et le sud du pays, entre tous les clivages, et on est certainement aujourd'hui en train de ternir notre image de faiseurs de compromis. C'est ce que vous dites à vos collègues députés européens qui, j'imagine, doivent venir vous voir et dire mais qu'est-ce qui se passe dans ton pays? Oui, et BHV, vous l'avez très bien expliqué, c'est une gageure d'expliquer cela, même chez nous en Belgique. Moi j'habite dans la région de Liège, on ne comprend pas ce que c'est BHV, clairement. Et donc c'est très difficile d'expliquer. N'empêche que ce problème empoisonne la vie, il faut le régler, j'espère par la négociation. Et puis enfin on pourra s'occuper des tâches dont s'occupent déjà pas mal de collègues au niveau économique, social. C'est ce qui intéresse les gens. Et BHV nuit à tout le monde. Très bien, merci beaucoup Marc Tarabella. On va parler maintenant du vivre ensemble. Alors évidemment ça concerne bien sûr la Belgique, mais là on va partir au Danemark dans quelques instants parce que Katia Gilder et ses invités vont nous parler du bonheur. Oui, certains peuples en Europe semblent plus heureux que d'autres. C'est le cas du Danemark, supposé royaume de la béatitude éternelle. C'est le résultat d'une étude très sérieuse menée par des universitaires de Leicester, en Grande-Bretagne, qui se sont fondés sur des critères précis, sécurité de l'emploi, garantie de protection sociale ou encore bon niveau d'infrastructure. Alors, est-ce que c'est une image de carte postale ou bien une réalité? Pour le savoir, nous sommes allés sur place à Copenhague, reportage de Thomas Soulier. Ils sont heureux, très heureux, et même les plus heureux du monde. Le Danemark, le pays où il fait bon vivre. La qualité de vie est une priorité et fait aujourd'hui figure d'exemple à travers toute l'Europe. Et ce bonheur danois se vit à tous les âges. La preuve avec cette famille de Copenhague. Dans la famille Priva, voici le père, chef d'entreprise. La mère, une prêtre protestante, et le fils, un jeune collégien de 12 ans. 8 heures, comme tous les matins, Marc enfourche son vélo, direction l'école. Et au Danemark, tout est pensé et aménagé pour les cyclistes. Alors même ces 8 km de trajet ne lui font pas peur. Oh, je suis un petit peu fatigué là. J'ai besoin d'air là. À l'école danoise, les règles sont simples. Tout est permis, ou presque. Les enfants sont quasiment livrés à eux-mêmes et le travail se fait toujours en groupe. Objectif, les responsabiliser dès le plus jeune âge. Ici, on essaye de leur parler comme des adultes, d'égal à égal en fait. Quand on discute ensemble, on n'est pas dans une relation prof-élève. La preuve avec ces cours de bricolage. Ils ont tous une douzaine d'années, ils percent, scient, découpent, et ce sans aucune protection. De quoi amuser les élèves sans toutefois inquiéter leurs professeurs. On s'amuse beaucoup à l'école. Ça nous apprend vraiment à être créatifs. Bien sûr que c'est dangereux. Il y a beaucoup de machines, beaucoup d'outils. Ils peuvent se blesser, mais bon. Chaque année, avant de commencer, je leur explique comment les outils fonctionnent et les mesures de précaution à prendre. 14 heures, fin de journée pour Marc et ses camarades. L'après-midi est réservé au sport, au théâtre ou à la musique. Un aspect majeur du bonheur danois, et ce n'est pas le seul. Direction la banlieue nord de Copenhague. Cela fait 30 ans que le père de Marc a quitté la France pour le Grand Nord. Philippe est propriétaire de ce restaurant au bord de l'autoroute. Un drôle d'endroit pour cultiver des citrons, manger bio et prendre le thé en terrasse. Ici, pas de stress, l'ambiance se veut détendue, surtout entre direction et employés. Les relations sont beaucoup plus ouvertes que ceux que j'ai vécu en France. Il n'y a pas de vouvoiement. S'il y a un problème, je veux dire, c'est beaucoup plus facile d'en parler, de trouver quel problème. Il n'y a pas un peu cette angoisse hiérarchique que j'ai connue en France. Elle est beaucoup moins présente dans la relation patron-employé au Danemark. Un dialogue social apaisé qui a permis d'instaurer la fameuse flexi-sécurité.
Pour les employés, il est très facile de trouver un emploi, comme il est très simple de licencier quand on est patron. Résultat, depuis des années, le taux de chômage reste sous la barre des 5%. Et les jeunes, comme Maria, profitent pleinement de ce système. Il suffit d'appeler une entreprise ou un restaurant. Ils sont souvent à la recherche de personnel. Oui, c'est plutôt facile de trouver un boulot au Danemark. Il me suffit de faire une lettre d'embauche, la signer réciproquement et c'est fini. Donc, quelques heures, c'est fait. C'est fait, ouais. Et quand l'État-providence atteint ses limites, la solidarité entre Danois prend le relais. La femme de Philippe est prêtre. Chaque jour à l'hôpital, elle rend visite à des patients. Les Danois apprécient que l'Église participe au bien-être commun. Et la société se reconnaît dans certaines de nos valeurs. Au Danemark, la religion protestante imprègne les mentalités. Et qu'on soit pratiquant ou non, l'entraide reste une valeur sûre. C'est fantastique d'avoir quelqu'un pour discuter de tout ce que j'ai en tête. Elle ne nous écoute pas comme un prêtre, mais comme un proche, tout simplement. Mais ce bonheur danois reste difficilement exportable. Avec seulement 5,5 millions d'habitants, le pays peut facilement venir en aide à tout le monde. Alors pour préserver cela, le Danemark a tendance à se refermer sur lui-même. La preuve, il applique aujourd'hui les lois migratoires les plus strictes d'Europe. Voilà, on quitte le supposé pays du bonheur pour rejoindre Bruxelles où il fait beau aujourd'hui. Nous sommes toujours au cœur du Parlement européen avec deux invités, deux femmes, deux eurodéputées françaises. Pascale Gruny, représentante du groupe des conservateurs et chrétiens démocrates, le PPE, membre de la commission emploi affaires sociales. Et vous êtes aussi membre de la commission des pétitions qui recueille les doléances des citoyens. En face de vous, Nathalie Griesbeck, bonjour, députée du MoDem. Vous siégez ici au sein de l'Alliance des démocrates et des libéraux européens. Alors, une réaction à ce reportage qui vous avait fait beaucoup sourire. Comment expliquez-vous tout simplement qu'on puisse être plus heureux au Danemark qu'ailleurs en Europe ? Je ne sais pas, moi je pense que ce reportage, on aurait pu le faire aussi avec une famille française. Moi ce que j'ai constaté en fait dans le reportage, c'est quand même déjà le niveau social des personnes interrogées. Donc je crois savoir qu'au Danemark, effectivement, le niveau des emplois est plus qualifié en fait que dans les autres pays européens. Et ils ont plus de difficultés finalement à trouver des employés pour les postes les plus bas en niveau. On n'a pas choisi le Danemark par hasard, ça repose sur des études sérieuses qui établissent un certain nombre de critères, donc une qualité de la sécurité de l'emploi, une qualité de protection sociale, aussi des infrastructures de transport. Donc c'est un petit peu plus large aussi quand même. Oui. Mais le bonheur, c'est beaucoup de critères en fait et c'est très personnel. Mais c'est vrai que je pense que l'emploi y contribue sérieusement. Donc actuellement, avec cette période de crise et où il y a beaucoup de chômage en Europe, forcément ça joue sur le moral de nos concitoyens, ça c'est certain. Nathalie Griesbeck, est-ce que ce modèle danois dont on a vu là une partie vous fait rêver et pensez-vous qu'il devrait s'exporter ailleurs en Europe ? Moi, je pense que ce qui se dégage, enfin, ce que personnellement j'ai ressenti en suivant ce reportage très bien fait, ce qui se dégage, c'est une espèce d'équilibre. L'équilibre, le jeune qui apprend la responsabilité à l'école tout en y allant à vélo dans des conditions de sécurité, l'équilibre et l'harmonie de la famille, la diversité aussi de leur centre d'intérêt, la femme qui est pasteur protestante et qui permettrait d'expliquer une spiritualité, c'est l'équilibre. Alors pour moi, le bonheur, je rejoins ce qu'a dit ma collègue. D'où vient cet équilibre justement dont vous parlez ? C'est très difficile à définir. Je pense que c'est quelque chose, c'est une espèce de quête perpétuelle individuellement. Moi, je ne saurais pas définir exactement le bonheur. Alors, le bonheur, ensuite, pour une société, c'est un bonheur, créer les conditions de la vie en collectivité. Et au premier rang desquels, il faut l'emploi. Et donc, nous, en tant que femmes engagées, en tant que femmes politiques,
on voit bien qu'il faut tout faire de manière sans doute communautaire pour créer de bonnes conditions pour l'attractivité et l'emploi. Et dans notre pays, la France, c'est quelque chose qui est difficile. C'est une société beaucoup plus fracturée, où il n'y a pas... c'est pas parce qu'on cherche un emploi qu'on en trouve immédiatement. C'est pas parce qu'on veut dialoguer avec son patron qu'on y parvient. C'est pas parce qu'on veut suivre une formation qu'on y parvient nécessairement. Donc c'est un équilibre à trouver et le modèle communautaire peut y parvenir peut-être. En temps de crise, la sécurité de l'emploi, c'est un critère numéro 1, une garantie nécessaire au bien-être des citoyens. Alors, vous qui connaissez bien cette question, vous êtes rapporteur ici au Parlement européen sur la flexibilité. Oui. Alors la sécurité de l'emploi, bien sûr, c'est un critère très important pour l'ensemble des citoyens européens et français, bien entendu. Simplement, c'est pas forcément évident à trouver. Et en fait, on parle de la flexibilité, c'est toujours, les entreprises, elles disent, nous, il faut absolument que vous nous donniez les moyens, effectivement, de pouvoir recruter quand on a des besoins, et par contre, quand on en a moins, il faudrait qu'on puisse se séparer plus facilement, en fait, de nos collaborateurs. Mais nous, il faut absolument aussi qu'on assure la sécurité pour les salariés. C'est pour ça qu'on parle de flexicurité, c'est-à-dire que à la fois donner cette flexibilité aux entreprises, mais à la fois assurer aux personnes qui vont accepter ces contrats qui sont finalement autres que typiques, atypiques bien entendu, donc contrats à durée déterminée, intérim, etc. Il faut qu'on assure derrière une protection sociale en fait pour les salariés. Alors au Danemark, le cadre de vie et les habitudes de consommation semblent jouer un rôle important puisque les Danois... Une grande majorité de Danois disent avoir une alimentation saine, équilibrée. C'est ce que nous explique justement ce père de famille qu'on a vu dans le reportage. Écoutez-le. Les gens qui viennent ici acheter du bio, ce sont des gens qui sont conscients, des problèmes un peu planétaires, je veux dire, ce qui se passe sur le milieu, ce qui se passe socialement dans les pays non sous-développés, dans les conditions de travail sur les gens qui produisent ces produits. Et donc, lorsqu'ils achètent un produit bio ou un produit fair trade, ils ont l'impression de participer sur une amélioration des conditions de vie, des conditions d'amélioration climatique, etc. Je veux dire, c'est un peu un geste d'être avec. Alors vous pensez, Nathalie Griesbeck, que le fait d'avoir des modes de consommation respectueux de l'environnement favorise le bien-être ? Je pense que ça peut y contribuer, mais ce qui est important, c'est la liberté qu'ils ont et qu'on associe très fortement à la responsabilité. Cette espèce de prise de conscience individuelle qu'on s'inscrit dans une lignée de génération. C'est pas le même modèle aussi, c'est un pays nordique, il n'y a pas les... Oui, ils n'ont pas la même... ils sont peut-être moins épicuriens, beaucoup plus justement influencés par la religion protestante, beaucoup plus rigides et beaucoup plus attachés à la responsabilité, à la liberté collective. Mais c'est un modèle intéressant. Moi, je pense à la phrase de Saint-Just qui, au moment de la Révolution, disait « Le bonheur, une idée neuve en Europe ». En fait, on voit bien dans nos sociétés, puisqu'on est des femmes de terrain, qu'on est loin des conditions du bonheur pour l'ensemble de nos concitoyens. C'est pour ça. Mais en même temps, c'est aussi utopique de vouloir. C'est une espèce de quête. C'est un objectif collectif qui, en tous les cas, moi, m'anime. Et même si c'est parfois un peu comme Sisyphe, on le voit dans nos commissions. Moi, en Liberté, on voit bien que, alors même qu'on pourrait imaginer que l'Europe est un espace de liberté, de paix, sans doute, mais de liberté concrétisée, il reste beaucoup à faire. On a créé il y a quelques jours là un groupe pour lutter contre l'antisémitisme. C'est dire combien les vieux démons du XXe siècle qui avaient caractérisé le XXe siècle reviennent. Donc il faut tout le temps mettre l'ouvrage sur le métier et c'est créer les conditions du bonheur. C'est pas facile. Est-ce que vous pensez justement, Pascal Gruny, que l'État
l'État-providence notamment, qui semble revenir un peu en force à la faveur de la crise, peut garantir un certain nombre de conditions du bien-être de ses citoyens. Est-ce que c'est son rôle? A-t-il raison de se mêler de bonheur? Alors, je ne sais pas s'il se mêle de bonheur, mais il doit contribuer effectivement à ce que ces citoyens puissent se sentir bien dans leur pays. Donc forcément, c'est l'accompagnement à l'emploi, c'est une éducation pour les enfants qui soient de bon niveau. Donc tout ça, je pense que ça fait partie effectivement des politiques publiques. Mais il faut laisser la liberté aussi aux personnes. C'est un choix. Il y a des gens qui ont choisi de ne pas faire d'études, qui font des choix de partir vivre, je ne sais pas, au centre de la France avec des chèvres. Bon, voilà. Et cette liberté est importante, je pense, aussi dans la quête du bonheur. Une recette pas facile à trouver. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été sur ce plateau. Et on va se quitter, comme de coutume, avec notre séquence culturelle. Le 13e festival du film court qui se tient à Bruxelles et dans 4 villes de Wallonie. Alors, 223 films sont en compétition, venus de 40 pays différents. Je vous invite à aller voir ce festival. C'est jusqu'au 9 mai. On regarde la bande-annonce. Voilà, c'est la fin de cette émission d'Europe Hebdo présentée depuis Bruxelles. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. Bonne suite de programmes sur les chaînes parlementaires.